Mon nom est Jeanne, j'ai 19 ans. Nous vous requérons de jurer de dire la vérité. Je dirai la vérité, mais je ne dirai pas tout. « 2000 ans d'histoire. C'était à la fin de la guerre de 100 ans, quand l'Église avait 2 papes et la France 2 rois. Le roi d'Angleterre, Henri VI, et le roi sans pouvoir d'un pays occupé par les Anglais, Charles VII. Commençait alors une épopée qui, en 2 ans, allait faire d'une jeune paysanne de Lorraine la figure la plus populaire de l'histoire de France. On en connaît les grands moments: Jeanne d'Arc rencontrant Charles VII à Chinon pour le faire sacrer à Reims, sa victoire sur les Anglais à Orléans, puis sa capture le 23 mai 1430, avant d'être livrée par le duc de Bourgogne au régent d'Angleterre, le duc de Bedford, et à celui qui allait la juger dans un des plus grands procès de l'histoire, l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon. Vous n'aurez plus longtemps à attendre, monsieur le régent. Notre tribunal, comme vous le voyez, est presque prêt. Qu'avons-nous à faire de toute cette parodie de jugement? Je voulais la sorcière de Lorraine. Je l'ai. Dans cette affaire, monseigneur, moins votre Altesse apparaîtra, plus l'Angleterre aura à y gagner. Non. Il me faut exorciser le fantôme de cette créature. Nous ferons à cette fille un procès en la fois. Et qui ira l'arracher des mains du duc de Bourgogne? Mais, moi, ne suis-je pas évêque de Beauvais? Elle a été prise dans ma juridiction. Soit. Mais écoutez bien ceci, évêque. Ou bien vos prêtres obtiennent de cette diablesse qu'elle renie tout. Tout. Ou bien je la reprends. Et j'en userai selon les intérêts de la couronne. Monsieur le régent, les intérêts de la couronne sont indissociables de ceux de l'Église. Les duchés d'Angleterre et ceux de France ne doivent connaître qu'un seul roi. De même que l'Église ne doit suivre qu'un seul pape. Au-delà des crimes d'une égarée, c'est l'égarement de ce temps que nous allons juger. Évêque, je veux brûler cette fille. Un point, c'est tout. Jean Favier, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire chez Fayard une biographie de Pierre Cochon, un des personnages sans doute les plus impopulaires de l'histoire de France, un des moins connus aussi, car en dehors du rôle qu'il a joué dans le procès de Jeanne d'Arc, dont il a été le juge, eh bien on ne sait presque rien de lui, sinon que près de 6 siècles après ce procès, il reste, je vous cite, le parangon de l'ignominie, l'évêque sanglant, le traître, le bourreau de Jeanne d'Arc, et même, dites-vous, l'équivalent un peu de ce que furent les collabos en 40. Il y a toute une imagerie autour de Cochon, une imagerie que les circonstances, au fur et à mesure que les siècles passaient, se chargeaient d'enrichir. Il est certain que les épisodes de l'occupation de la Dernière Guerre mondiale n'ont pas amélioré l'image de Cochon. Je rappelle que Vichy s'est beaucoup servi de Jeanne d'Arc. C'est vrai que le contexte dans lequel Cochon a vécu, a jugé Jeanne d'Arc, est un peu comparable aussi à cette époque. Parce que la France, vous le rappelez, est divisée en deux, l'Église également, et la France est divisée en deux. Il y a 2 rois en France, 2 personnages qui se prétendent rois de France. Il y a le roi d'Angleterre, Henri VI, qui est tout jeune, tellement jeune d'ailleurs qu'il est représenté en France par un régent, le duc de Bedford. Et puis il y a Charles VII, qui a été déshérité par sa mère, par Isabeau de Bavière, au profit justement du roi d'Angleterre. Un Charles VII que les Anglais caricaturent en disant le roi de Bourges, mais il est également le roi à Lyon, à Montpellier, à Poitiers, à Limoges, à Tours. Il a la plus grande partie du royaume de France. Mais évidemment, les Anglais le caricaturent. Et le fait que Charles VII soit il faut bien dire, un jeune homme assez indécis jusqu'à l'épisode de Jeanne d'Arc, encourage à penser que qu'il n'était pas à la hauteur de la situation. Il l'a été plus tard. Il a été le grand constructeur de la France moderne, avant Louis XI. La France partagée entre 2 rois, divisée aussi entre 2 partis, les Armagnacs qui soutiennent Charles VII, et les Bourguignons qui, eux, sont du côté de l'Angleterre. Tout ça vient d'un enchaînement, d'une série de rouages. Vous avez d'abord l'élection de 2 papes, mais 2 papes élus par les mêmes cardinaux. 2 papes élus ensemble et un schisme qui va durer non pas quelques mois ou quelques années comme les précédents, mais 30 ans. Ensuite, vous avez la rivalité des
oncles et du frère du roi, tout simplement parce que le roi est devenu fou. Quand Charles VI devient fou, à ce moment-là, c'est, si je puis dire, l'assiette au beurre. Les ducs se battent pour avoir accès au pouvoir, c'est-à-dire avoir accès au trésor royal. Et le duc de Bourgogne finit par faire assassiner son neveu, le duc d'Orléans, en considérant que c'était un tyran, qu'il abusait du pouvoir, qu'il abusait des finances royales, etc. Bref, les maîtres, c'est-à-dire les universitaires, les théologiens, les juristes, etc., qui ont déjà été amenés à donner un avis sur l'élection du pape, se trouvent amenés à donner un avis sur la licéité, sur le caractère licite d'assassiner le frère du roi. Ces gens, jusque-là, c'était des professeurs, c'était des gens qui enseignaient la théologie, le droit, la philosophie, et maintenant, ils deviennent les arbitres de l'Occident. Quel est le vrai pape? Quel est le vrai roi? Fallait-il vraiment en assassiner un? Ne vous étonnez pas si ceux qui ont pensé qu'il fallait tout réformer se sont trouvés du côté du duc de Bourgogne quand celui-ci a dit il faut tout réformer parce qu'il avait été mis à la porte du pouvoir, et si par conséquent quelqu'un comme Cauchon, après avoir été un réformateur dans l'Église, se trouve du côté de la réforme dans la société civile, c'est-à-dire du duc de Bourgogne. Quand le duc de Bourgogne est assassiné et que son fils se retrouve seul, eh ben, il se tourne vers le seul allié possible, l'anglais, et à ce moment-là, voilà un Cauchon qui se trouve dans le camp d'Angleterre. Elle ne reconnaît d'ailleurs que Charles VII, et puis va le faire sacrer à Rome. On va passer assez rapidement sur cette histoire qu'on a souvent racontée sur cette antenne. Donc elle fait sacrer Charles VII à Reims, après avoir battu les Anglais à Orléans, et avant d'être capturée donc par les Bourguignons, justement, et livrée aux Anglais et à Pierre Cochon le 6 décembre 1430. L'évêque Cochon vous a offert des 1000 livres. Prenez-les, elles sont à vous. Et que je n'entende plus jamais parler de cette histoire. Plus jamais. La voilà. Évêque, l'Angleterre livre cette fille à l'Église, sauf à la reprendre. Si l'Église ne savait la convaincre qu'elle vient de l'enfer. Elle est belle. Et c'était donc le 6 décembre 1430, Jeanne d'Arc livrée aux Anglais qui eux-mêmes la livrent à Pierre Cochon. Jeanne d'Arc totalement abandonnée, ça peut paraître surprenant, par le roi qu'elle a fait sacrer à Reims, par Charles VII, qui n'a rien fait pour la délivrer. Charles VII ne fait rien, pouvait-il faire quelque chose? Un prisonnier de guerre, ça se rançonne quand c'est un prince, quand c'est un grand baron. Quand c'est un simple combattant, on ne le rançonne pas. Que pouvait-il faire? Offrir une rançon, les Anglais ne l'auraient pas accepté. Les Anglais l'ont payé, ils l'ont acheté. Ils ont acheté Jeanne. Je suis convaincu de deux choses. D'une part, Charles VII, à ce moment-là, est passablement ingrat. Et d'autre part, il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais vous dites justement, vous avez parlé de rançon et de prisonniers de guerre. Pour les Anglais, il n'est pas, et ça explique pourquoi elle sera jugée par des ecclésiastiques, ils ne veulent surtout pas la considérer comme une prisonnière de guerre, c'est-à-dire quelqu'un qu'on pourrait éventuellement racheter. Un prisonnier de guerre, on ne l'exécute pas. Oui. Or, il y a un double enjeu dans cette affaire. L'enjeu des Anglais, c'est de supprimer la sorcière. Jeanne leur a jeté des sorts depuis qu'elle est apparue. En disant qu'elle vient de la part de Dieu, elle jette des sorts, en réalité elle vient de la part du diable, c'est une sorcière, et une sorcière, on ne l'élimine qu'en la brûlant. Ça c'est le jeu anglais jusqu'au bout, et c'est eux qui vont gagner finalement. Et puis il y a le point de vue des maîtres, c'est-à-dire de Cochon et ses semblables, parce qu'il n'est pas seul dans le tribunal. Se renouvelant plus ou moins, le tribunal aura quand même vu plusieurs dizaines de juges aux côtés de Cochon. Et pour les maîtres, l'enjeu n'est pas de la brûler, l'enjeu est qu'elle dise « j'ai menti ». Je ne viens pas de la part de Dieu, puisque sinon, eux, ils se battent contre Dieu.